On ne va pas réussir à rattraper complètement le retard, mais on va y arriver. On va enchaîner très rapidement avec des habitués aussi d'Omnivore. Non, 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 Félix, n'avance pas, je t'appelle. On va prendre quand même le temps. Cool. Un habitué parce que ça fait quand même la 7e ou 8e fois qu'on est ensemble sur cette scène, hein, un peu de choses près, mais pas toujours devant la scène. Il y a eu quand même cette expérience au Touquet, peut-être certains d'entre vous étaient là-bas, où ils ont pu présenter leur nouveau restaurant. On est très heureux de les avoir à nouveau pour un deuxième chapitre de cette nouvelle vie à Arborescence, le restaurant de Félix et Nita Robert. C'est maintenant, on les accueille. Salut Nita. Salut Félix. Jérémy. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Ça va super. On est encore une fois heureux d'être présent sur la scène d'Omnivore. Eh ben, il y a plusieurs fois par an maintenant, ça vous arrive, vous, hein? La deuxième fois, ouais, c'est cool. Bah, on calculait, là c'est la 9e fois, 8e ou 9e fois qu'on monte sur scène. Donc, et la deuxième fois, notre Voilà, il y a 10 ans, on peut compter le nombre de fois où vous êtes monté sur scène, puis maintenant on va commencer à compter le nombre de fois où vous allez pouvoir raconter votre histoire à vous. Pas derrière certains noms qu'on aime bien, il n'y a pas de problème, hein, mais il est temps aussi, hein, de se raconter. On en parlait, l'idée de monter un restaurant, d'ouvrir, de prendre finalement ses responsabilités et de raconter sa propre histoire. Une histoire entre le Nord et la Thaïlande, drôle d'histoire, hein, a priori. Et dans ce restaurant, dans la banlieue de Lille, essayez de nous le décrire en quelques mots, Nita, le restaurant Arborescence. Oui, le restaurant Arborescence, c'est toute notre, notre voilà, énergie. toute notre énergie dedans et toutes les pensées, et on a créé ça et avec tous les détails, au moins des détails dans le restaurant qu'on a fait. Voilà. Félix, il a quel âge ce restaurant? C'est un bébé restaurant, hein, encore? Là, ça fait quasiment 3 mois qu'on est ouvert. Mais Depuis 15 jours. Dans notre tête, ça fait, je pense, au moins 3-4 ans qu'il est né. Et bah voilà, c'est un projet de longue haleine. Avec Nita, depuis qu'on s'est rencontrés, on a tout de suite pensé à ouvrir quelque chose. Ça a été naturel. Et donc voilà, Je me permets de dire, ça fait un moment que vous vous êtes rencontrés déjà. Ça fait un moment que vous travaillez ensemble, que vous avez travaillé ensemble chez les autres. Oui. Et que vous avez décidé aussi d'ouvrir ensemble ce restaurant. Ça fait 12 ans, tu le dis Maurice. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble et qu'on a ça en tête. Et concrètement, oui, ça fait 3-4 ans qu'on a pensé à Arborescence, à essayer créer une maison qui nous ressemble dans nos cheminements. Arborescence, c'est un clin d'œil, voilà, à ce mot, à nos cheminements à tous les deux, à notre parcours, au cheminement des idées, au cheminement de la cuisine, au cheminement des hommes et des femmes. Des expériences qu'on a croisées, de donner des idées sur la cuisine. Et donc, les expériences que Félix passait dans chaque maison, moi aussi j'ai la cuisine thaïlandaise qui peut intégrer légèrement, et ça s'est créé la cuisine imaginaire. Qu'est-ce qu'on a, voilà. C'est ça, c'est le terme que vous voulez employer, c'est la cuisine imaginaire. Ne parlons surtout pas de cuisine fusion. Non, surtout pas. Mais parlons plutôt de cuisine fusionnelle, hein, puisque c'est vraiment la fusion de vos histoires qui fait que cette cuisine imaginaire, elle prend vie dans ce restaurant Arborescence. On peut peut-être dire un petit mot pour un chef qu'on aime beaucoup, qui a quand même aussi forgé, hein, votre parcours. Bien sûr, il faut le nommer parce que, comme tu dis, il nous a pris sous son aile très rapidement, Alexandre Gauthier. Pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer. Oui. Et c'était quelqu'un de vraiment très important pour nous. Oui. Il nous a donné confiance. On avait déjà, je pense, la niaque dans le métier, mais il nous a donné les opportunités et ouais, la force. Voilà. Donc, on le salue. On le salue évidemment, et on sait à quel point évidemment il compte pour vous, il compte pour nous. Et je crois savoir qu'il n'est pas encore allé manger chez vous pour vous laisser un peu le temps aussi. Il est gentil, il nous laisse nous rôder. Et de ne pas vous mettre la pression, mais je sais que ça viendra. Qu'est-ce que vous avez eu envie d'amener d'Arborescence ici sur cette grande scène à Paris, un peu plus loin que le Touquet du coup? Comment vous avez décidé de nous raconter ce qui se passe chez vous? Alors aujourd'hui, on va vous vous dessiner une esquisse du menu qu'on fait aujourd'hui à Arborescence en 3 plats. Un amuse-bouche qui est, je trouve,
qui reflète vraiment assez bien notre collaboration, Nita et moi. Un plat, pareil, et un dessert qui, vous allez voir, c'est un dessert, on vous laisser la surprise, mais qu'on n'a jamais fait. On l'a fait tout à l'heure en back-office, ça a raté. Donc, on vous tease, on va créer un peu de tension. Mais cette fois-ci, on va la réussir. On va le réussir. Bon, bah, peut-être on peut commencer à se mettre en cuisine, si je puis me permettre. Donc, le premier plat, c'est l'amuse-bouche. On appelle ça la tomate piquante. Donc c'est un clin d'œil à la Thaïlande. J'ai vu des tocs partir. Hein, ça veut dire que la tomate piquante, elle va arriver du fond de la salle jusqu'à vous pour pouvoir vous faire goûter effectivement cette amuse-bouche. On va vous faire goûter la tomate piquante. Donc piquante par la sauce piquante thaïlandaise, une recette de Nita. Et le piquant aussi avec la feuille de capucine. Donc voilà, c'est le double piquant qui reflète un peu nos deux personnalités. Et on voulait retrouver dans une tomate estivale. Alors là, on est sur la fin de l'été, mais une tomate c'est les plus belles actuellement. Voilà, la gourmandise de la tomate en tant que fruit. Et on fait une marinade, une recette secrète. Bon, il y a du sucre, il y a du vinaigre. Alors, on a décidé qu'il n'y avait pas de secret sur cette scène. Bon, on est dans la transparence, on est dans on partage, on communique. Donc il y a quoi dedans? En fait, il y a une alliance entre la menthe et l'anis, le pastis. Voilà. Et en fait, les deux ingrédients ensemble, avec le vinaigre, le sucre, il va y avoir une fraîcheur qu'on a forcément sur le pastis et sur la menthe séparément, mais regroupés ensemble, je te laisse goûter, Boris, on a quelque chose de vraiment intéressant et on n'arrive pas vraiment à les identifier quand elles sont mélangées ensemble. Donc voilà, les tomates, c'est des tomates qu'on a fait pousser dans le petit jardin en face de l'arborescence, bien mûres, on les cueille vraiment bien mûres à souhait. Et attends, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qui pousse dans votre petit jardin? Les tomates. Les tomates. Ouais, et les feuilles de capucine. On a mis que 4 pieds, mais il est tombé. Oui, c'est ça, parce que si je puis me permettre, vous êtes dans un restaurant plutôt urbain, hein, la ville de Croix, en fait, qui est la commune vraiment mitoyenne à Lille. Donc la mairie voulait qu'il y ait. Donc c'est un site historique hein, où on a fait du textile, de la laine, du fil de lin pendant des années. C'est un château textile, comme on dit dans le Nord, avec un bâtiment en briques. Et donc ça a été réhabilité. La mairie voulait qu'il y ait un restaurant de qualité qui s'installe. Voilà. Et il y avait une terrasse qui était prévue. Et nous, on a dit, bah non, pas de terrasse, pas besoin. On va faire un jardin urbain. Voilà. Vous avez déjà 2 salles en plus. On voulait un petit coin de verdure pour faire pousser des choses, avoir des herbes sous la main bien fraîches, et aussi un coin pour se ressourcer. Okay. Le matin, quand on arrive, se poser dans le jardin, c'est quand même... de l'importance de cultiver son jardin. C'est très important. Ouais. Donc là, il y a un petit geste un peu rigolo aussi, c'est-à-dire qu'il y a la feuille de capucine qui vient... Donc là, en fait, la tomate, elle a été marinée pendant 24 heures dans cette fameuse recette secrète, qui ne l'est plus. Et on la vide, on passe la feuille de capucine à l'intérieur. Et donc voilà, l'intérêt, c'est de se dire aussi, dans la manière de déguster les choses, alors nous, au restaurant, on le fait aussi avec des couverts, mais... Nita, en salle, on l'apporte comme ça dans le support. Et aussi dans la gestualité, on apporte de la fraîcheur. Donc ça, c'était important. Voilà, luisante, encore. Oui, et puis il y a une petite surprise, parce que honnêtement, quand on voit débarquer ça, on se demande un petit peu de quoi il s'agit. Ce que c'est, la tige, bon, voilà, ce que c'est une cerise confite. Il y a un côté dessert pâtissier, ouais. Et c'est un petit clin d'œil aussi à mon parcours, parce que j'ai démarré en tant que chef pâtissier à la Grenière. Et voilà, donc le double piquant, donc la tomate, une fois qu'elle est vidée, on passe la feuille dedans et on a une gelée à l'eau de tomate. Donc avec toutes les parures, on vient récupérer, on filtre ça, on la gélifie au minimum. Donc on a fait des essais, voilà, jusqu'à baisser au maximum, jusqu'à ce que ça tienne plus. On verse ça. Tu peux nous montrer à quoi ça ressemble? Donc voilà, c'est vraiment c'est tremblotant, fragile. Et nous, on la sert vraiment à température ambiante. Ok. Les gelées à température ambiante, c'est toujours suave, ça fond dans la bouche tout seul. Et donc voilà, une fois... Tu l'as collé avec quoi? Avec de l'agar-agar? Là, non, c'est gélatine. Je préfère 10 fois la gélatine à l'agar. Il n'y a pas de problème, Félix. On a une texture qui est beaucoup plus fondante. Et donc on coule ça. C'est un peu cassant avec l'agar-agar, il y a un truc... Il y a un côté cassant, un côté aussi... ça vient dessécher les goûts. Et, alors que la gélatine conserve beaucoup plus la fraîcheur des saveurs, je trouve. Ok. Une fois que la tomate est gélifiée, voilà, on la refait mariner dans le bocal de service. Dans les coupelles en verre, on vient mettre des points de sauce sriracha.
Et en salle, on la dépose délicatement dans cette coupelle. Voilà. Donc le premier amuse-bouche. Donc ça, c'est ce que vous avez eu la chance de goûter, hein, je crois. Voilà, dans la donc salle. normalement, c'est passé. Voilà, très bien. C'est passé. Très bien. Donc là, on a un premier... Et on rajoute un peu d'œuf de saumon pour apporter le côté umami, le côté salin. Et puis ça marche en couleur, en gourmandise. Voilà. Et votre sriracha, là, il est fait maison? Donc sriracha, Nita va hurler parce que si on donne la recette maintenant. Sriracha, en Thaïlande, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Parce que sriracha, c'est comme un lieu, c'est comme Champs-Élysées. Ok. c'est une place, c'est un lieu. Et comme la sauce est fabriquée dans ce lieu, le nom est affiché dans l'étiquette. Okay. Du coup, tout le monde dit sauce sriracha. Non, c'est pas la sauce sriracha, c'est sauce piment. La sauce piment, tout simplement. Il y a un peu plus de sucrosité aussi là-dedans. Elle n'est pas trop puissante. On s'adapte aussi au palais nordiste. C'est ça. Il y a un côté gourmand et on recherche le fruit de la tomate. C'est ça, très compoté, confituré. Hein. Super. Donc voilà, première amuse-bouche. Merci beaucoup. Tiens, je vais la prendre, je vais la déplacer. Un rouleau. Et je vous ai pas présenté, il y a Jérémy qui est mon second de cuisine. Salut Jérémy. Et qui est juste génial et on voulait. Eh ben oui, on peut applaudir Jérémy. Et heureusement qu'il est là parce que en restauration sans son équipe, tout le monde le dit, mais on n'est pas grand chose. Et je salue aussi notre équipe dont on est très fier qui est présente dans le public. Eh ben on peut les applaudir aussi, ils sont là. Ouais, on sait aussi à quel point c'est des enjeux pour des restaurants qui se lancent, hein, d'avoir des équipes et de pouvoir compter sur eux. Yes. Donc là, on va passer au plat suivant qui est un peu plus compliqué. C'est la raviole dragon. Alors dragon, pourquoi? Nita et moi, avant d'ouvrir, on a réfléchi sur nos plats signatures. Et on s'est dit, voilà, on essaye d'avoir en amorce pour créer nos assiettes, on essaye de plonger dans un imaginaire. Donc on se dit, bon voilà, on va travailler sur une raviole parce qu'on adore ça. C'est un clin d'œil à la Thaïlande, c'est un clin d'œil aussi à notre parcours parce que à la Grenouillère, on en a fait des ravioles. Quelques-unes. et voilà, donc c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Et on s'est dit, tiens, on va travailler sur, on s'est dit le mot dragon, voilà. Qu'est-ce que ça peut représenter dans l'imaginaire de nos convives? Parce que aussi les mots annoncés par les serveurs, par notre équipe de salle, vont apporter quelque chose dans la manière de déguster, dans la manière d'imaginer le plat avant de le déguster. Je peux te dire, moi, ce que ça m'évoque. Pour le coup, j'ai l'impression qu'on va partir en Asie du Sud-Est. J'imagine quelque chose d'un peu puissant, avec du feu, mais voilà, donc il y a un côté. Donc là, on s'est dit, bon alors, le dragon, on a l'anguille fumée, donc on reçoit des anguilles vivantes, presque vivantes, elles arrivent à moitié vivantes. Elles arrivent un peu assommées. On les fait, donc on les dépece, on les sale, on les fume. Donc ça, c'est vous qui faites ça, hein? Voilà, on fait ça nous-mêmes. Donc là, la peau a été retirée? La peau a été retirée, là elles sont salées et fumées. Très bien. Et donc voilà, il y a l'anguille fumée, il y a la recette de caviar d'aubergine de la maman de Nita qui faisait ça dans le nord de la Thaïlande. On a une plantation de fruits et légumes, du coup on a plein de variétés d'aubergines différentes et presque toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, elle m'a fait caviar aubergine jusqu'à j'en ai marre. Et quand ça me manque, j'ai fait à manger à Félix. Donc la recette de caviar aubergine de ma mère, c'est tout est grillé. On le voit vraiment, d'ailleurs, on va chercher aubergine grillée, les échalotes bien grillées avec le ail bien grillé également. Et en plus, elle a mis aussi le poisson qu'on a trouvé dans l'étang, qu'elle fait griller et on mélangeait tout dedans, assaisonné avec sauce soja et basilic anisé. Donc le côté anisé, on trouve également en France avec l'estragon. L'estragon, c'est la variété dragon qui très ressemble à basilic anisé. Et on mélangeait tout avec le mortier parce que si on met dans le mixeur et
la lame, une coupe. Bien sûr. Et on n'a pas assez d'essence. Mais si on écrase dans le mortier, on aura toute l'essence des plantes. On va dégager les goûts. Et dégager le goût et on a plus de goût. Mais ça veut dire que vous allez, on fait au mortier, là vous allez le faire ici, mais tout ça, la peau de l'aubergine également. Non. La peau, on la La peau, récupère on enlève et on la parce refait qu'on sécher. va- Et on fait une poudre avec, on On va a finir bien l'assiette. senti que c'est Ouais. bien grillé. On n'a pas Ouais. besoin de la Donc peau. ça veut dire directement à la flamme. Hein, C'est ça, au barbecue. Ok. Et donc, le dragon, il est présent par les produits, il est présent aussi par la forme. Donc, on a pensé à donner une forme assez spéciale, un peu inattendue avec la pâte. Donc, la pâte, là, c'est farine, jaune d'œuf, eau et sauce soja. Donc ce qui donne un peu cette coloration Voilà, la sauce soja va donner un peu brune. l'assaisonnement, le côté umami et puis la couleur. Elle va un petit peu saler aussi la pâte, j'imagine. Elle va être légèrement salée. Ok. Donc on la baisse assez finement. Alors là, c'est une recette qui est un peu à cheval entre la pâte à ravioles italienne et la pâte à ravioles asiatique. Donc pour simplifier, Italie, jaune d'œuf, Asie, eau. Donc nous, on fait un compromis pour avoir un peu de mâche quand même, mais cette souplesse qui est vraiment particulière aux ravioles thaïlandaises. Donc une fois que ça s'est abaissé, Nita finit le caviar avec le basilic thaïlandais, l'aubergine, l'échalote, l'ail. On met un peu de sauce poison et sauce soja. Et juste un mot aussi, comment se sont appropriés les locaux, ce restaurant? Comment vous avez été accueillis par la population lilloise? J'imagine que ça a été une ouverture très attendue. Ouais, on a été vraiment très contents et les gens nous ont vraiment attendus. Et alors nous, on a fait le choix de ne pas aller à Lille, dans le centre de Lille, dans le centre névralgique, parce que on avait trouvé un local et c'est tombé à l'eau avec les histoires de copropriété et tout ça. Et au final, on est très content d'être sorti de Lille à Croix. Donc c'est un endroit un peu improbable parce qu'on s'y attend pas à avoir un restaurant gastronomique. Bah, t'es venu Boris, hein, on s'y attend pas. Et quand on franchit le seuil de la porte, on arrive dans ce lieu qu'on a créé parce qu'il y avait une dalle béton, il y avait même de la terre battue en cuisine, une arrivée d'eau, il n'y avait rien. Et donc on a tout refait à neuf en apportant notre touche dans tous les détails et avec François Murassiol qui est architecte. Et donc voilà, quand on franchit la porte, les gens, surtout le soir, ils oublient un peu toute la journée et ils sont vraiment envoûtés. C'est ce qu'on voulait, déconnecter. On voulait envoûter un peu les gens à travers notre cuisine, l'imaginaire de tout ce qu'on a fait et le lieu. Super. Donc une fois que la pâte est abaissée, le caviar il est prêt, Nita? Pas trop humide? Oui. Excusez-moi de vous poser la question, mais comment vous travaillez ensemble? C'est-à-dire qu'il faut un hémisphère gauche, un hémisphère droit pour qu'à la fin, une recette naisse, ou au contraire, ça va être une proposition de l'un qui va être récupérée par l'autre? C'est pas évident non plus de travailler. C'est très difficile, c'est très compliqué, parce que forcément, travailler à deux, c'est pas simple, surtout quand on a des tempéraments comme Nita. La cuisine, c'est Félix. Si on a fait manger chez nous, il y a des recettes qui sont intéressantes. Félix, il prend et il raffine à sa cuisine. Okay. Donc, par exemple, le caviar aubergine aujourd'hui, il a enlevé le poisson grillé, il met l'anguille fumée à la place. Et c'est largement inspiré quand même. Parce ils mettent le gène estragon à la place de basilic anisé. Okay. Non, mais en général, si moi j'aboutis à un plat tout seul, ou Nita de son côté fait une proposition, ça marche pas. Et à chaque fois, on sait qu'il y a un truc qui va pas, donc on va l'un vers l'autre, et c'est ensemble. Alors forcément, ça se titille un peu au début, mais quand on arrive à aller plus loin et à passer les désaccords, on réussit souvent le plat. Donc la cuisine fusionnelle, ça vous va bien? Ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est le terme. Tiens. Donc le caviar, il est prêt. Donc là, je dépose une petite quenelle de caviar sur cette pâte. On fait une forme un peu oblongue pour rappeler celle du dragon. De l'eau, je vais prendre... De l'eau? Ah, c'est bon. Bon, je suis pas à la maison, je me débrouille comme je peux, désolé. T'as de l'eau. Donc là, on humidifie forcément la pâte pour souder les bords. Je sais pas si tout le monde voit, voilà. On voit très bien cette raviole qui se transforme en dragon. Donc là, on soude la pâte. C'est bon. Et on va venir la découper
de manière un peu paysanne. Du bout des doigts. Du bout des doigts. Et créer cette dentelle. J'ai compris. Cette petite dentelle qui est singulière chez le dragon. Donc voilà, par la forme aussi, par le goût, par la forme, par les mots. Et j'insiste vraiment sur les mots. Quand on parle de cuisine imaginaire, c'est pas juste, on fait pas juste semblant. Par la poésie aussi de l'inattendu et de l'irrégularité. La poésie et puis se dire que le goût, de plus en plus, quand on avance dans notre cuisine avec Nita, on se rend compte que le goût est vraiment un des sens qui dépend le plus des autres. Et donc le visuel forcément, l'olfactif, mais aussi tout ce qui va être autour du repas, c'est-à-dire la manière d'annoncer les assiettes, cet imaginaire la lumière, les ombres. Exactement, que vous voulez travailler. Et excuse-moi, j'ai pas compris. Là, l'anguille fumée, elle est dedans? Alors l'anguille, on ne voulait pas la dénaturer. Ok. On voulait pas la dénaturer, donc là, une fois qu'elle a été fumée, Jérémy derrière, il est en train de la snacker. Ok. Et Jérémy, tu veux pas mon snacker devant? Allez, viens snacker devant. Ça, il y a de l'eau qui bout, peut-être, on s'en fout, non? Ça, on va la garder quand même pour cuire la raviole. Ok. S'il y a juste l'huile qu'on peut décaler, ouais. Ok. Donc là, on va avoir donc les filets d'anguille fumés qui ont été grillés, ou je me trompe? Parce ils sont grillés, mais pas trop fort. Pas trop fort. Poêle. On voit une légère caramélisation, mais c'est plutôt fumé. Garder aussi la fraîcheur de l'anguille. Ok. Et la cuisson, ça va être une cuisson dans de l'eau bouillante? Voilà, cuisson classique. Ok. Donc pas besoin de saler puisque la pâte est à base de sauce soja. C'est pas trop fort? On va la décaler. Voilà, tac. Ça c'est bon. Donc là on la met en cuisson, ça cuit très rapidement, hein. Surtout que c'est juste pour cuire la pâte. Donc voilà cette forme. Donc le dragon ou le Loch Ness ou ce que tu... Je vais continuer ici peut-être. Vas-y. Tac, ça c'est bon. Hop. Ça c'est en trop. Voilà, il faut compter à peu près. L'intérieur est cuit, donc c'est vraiment c'est juste une minute 30, 2 minutes pour cuire la pâte. De cuire la pâte. La réduction là. Donc après, voilà, quand on a fait le caviar d'aubergine, quand on a rôti l'aubergine au barbecue, on l'a laissé s'égoutter. On a récupéré le jus de l'aubergine qu'il faut surtout pas perdre. C'est juste donc très, le très jus bon. de l'aubergine grillée. Hein. Voilà, le jus de l'aubergine grillée et qu'on a collé au kuzu. C'est une racine qui ressemble à une petite pomme de terre japonaise. Ok. Et donc c'est une sorte d'amidon, voilà. Ouais. Et ça va venir envelopper la raviole avec. Ok, très bien. Donc on récupère vraiment le maximum de tout le goût, quoi. Si tu veux goûter d'ailleurs, Boris. Attends, je vais prendre une cuillère. Donc ça, et on vient l'assaisonner avec un peu de sauce soja. Ok. C'est hyper parfumé. Là, Ouais. c'est 100% l'eau de l'aubergine. De l'aubergine. Et puis il y a ce côté presque un peu, avec une texture particulière quand même, un peu gélifiée naturellement. Ouais. Donc voilà, la raviole est cuite. On va la sortir. On va prendre l'assiette ovale. Pardon, ovale. Voilà, la fameuse raviole dragon. On la comprend bien, cette raviole dragon là d'un coup. L'anguille, je peux la prendre, Jérémy, c'est bon, hein? Ouais, elle est bien. Ouais, elle est bien. Merci. Tac. La petite anguille revenue au beurre. Voilà. La raviole, on va la laquer avec cette réduction, ce jus d'aubergine rôti, qui est encore, même sans le coller, il a déjà une texture. Il y a le côté un peu luisant. Ouais, le côté luisant, le côté un peu, excusez-moi le terme, mais visqueux de l'aubergine. C'est vrai. Ah, ça fait briller, c'est joli, hein, voilà. Aussi, hein, y a, le visuel du coup est transformé. Okay. Donc ça, une fois que c'est fait, on la dépose sur l'anguille. Donc voilà, volontairement, on ne met pas l'anguille, on ne la met pas à l'intérieur pour pas la dénaturer. Là, c'est la peau d'aubergine, comme je disais tout à l'heure, qu'on est venu réduire en poudre, toujours dans la même volonté de ne rien perdre. La gelée d'estragon, dragon, c'est une variété d'estragon. Donc là, c'est très mousseux, on a l'impression que c'est une émulsion. Ouais, c'est une petite émulsion, c'est une gelée un peu cassée. Ok. Et qui va, donc c'est puissant en estragon et un peu acide, on met un petit jus de citron, ça va venir
perturber le côté rond, le côté gourmand, fumé de l'anguille et de l'aubergine, apporter une fraîcheur en fait, en quelques mots. Plus d'estragon fraîche sur le dessus. La peau d'aubergine, c'est après les grilles. Voilà. Et aubergine grillée, on récupère la peau. Juste la peau, et ouais. on fait la poudre. Et voilà. Fait sécher et réduire en poudre. Donc Sécher et simplicité, réduire. mais Exactement, ouais. Vous aimez efficacité. bien Game of Thrones ou pas? Parce que c'est Je un connais peu des House of the Dragons hein, chez vous. Hein, on peut applaudir cette jolie raviole dragon, puisque d'un coup, on la comprend. Voilà, c'est un clin d'œil à l'imaginaire qu'on essaye de créer avec Nita. Ah, ces assiettes sont super lourdes. Ouais. Oui, Donc c'est là, c'est chaud des aussi assiettes quand qui sont c'est- faites par une céramiste à Lille, à Vambrochy. Quand c'est qui s'appelle épais, Charlotte. c'est la chaleur écarte. Et Donc ouais, on c'est voulait très des chaud. assiettes assez épaisses qui vont garder jusqu'à la fin de, Bien sûr, de la dégustation. la température. Très bien. Donc voilà, donc ça c'est fini. On enchaîne avec ce dessert Est-ce de qu'on est haute bon volée. dans les temps, Ouais. Boris? On est bon, bien on est bon. On a le temps, on a le temps, mais on n'a pas le temps de se tromper. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Donc, merci, Jérém. Donc là, on a voulu faire un dessert. Alors, je pense qu'on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à avoir travaillé le maïs aujourd'hui et hier. Bah, on n'en a pas vu Forcément, tant. c'est la saison. On n'en a pas vu tant que ça, en Ok. vrai. On a parlé pas mal de courgettes, on a parlé un peu d'aubergines, on a beaucoup courgettes, parlé j'ai de vu. garum. On a vu D'accord. un peu de maïs, on en a vu ce matin avec Sarah Chounier, on en a vu un petit peu hier avec Quelqu'un d'autre. quelqu'un d'autre. Excusez-moi, les journées sont longues. Hein. Ouais. Et donc vas-y, expliquez-nous ce Bah que non, vous avez voilà, envie de faire c'est, en dessert. Évidemment, c'est le moment où le maïs est le plus beau, très Voilà, c'est sucré, ça. Alors, très croquant. C'est quasi la fin déjà en fait parce qu'il a fait tellement chaud. Oui. D'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à aboutir tout à l'heure. Là, donc en fait on veut utiliser la peau de l'épi de maïs Mhm. et c'est pas facile. Et en fait on avait fait des premiers essais au début août où ça marchait très bien. Et là le maïs est déjà un peu trop Desséché. Ouais. Mais bon c'est pas grave. On essaye. Voilà, donc l'idée c'est, avec Nita, on s'est dit on va travailler le maïs, c'est un produit qu'en Thaïlande ils adorent. J'aime beaucoup manger. Ok. Comme les Américains, ils aiment bien manger maïs Grillé. grillé dans la rue. Après le hot dog, le maïs. Le maïs, bien Et sûr. il n'y en a pas que ça, parce qu'il y en a plusieurs couleurs aussi en Thaïlande. Ouais. On appelle, comme le du riz, il y a le maïs normal et le maïs cruant. Le maïs cruant, il est plus collant, la Ok. couleur, le baies, il est un peu rond, il y a blanc, violet, Ok, des donc choses il va comme ça. avoir Et une c'est texture qui... Et quand on mange, c'est vraiment la texture qui est plus sticky, plus, Ok, ouais, plus c'est ça. courant. Oui. Et celui-là, c'est maïs normal. Croquant, hein, plutôt. En Thaïlande, on l'appelle, c'est un peu américain. Le maïs américain. Très bien. Mais bon, c'est toujours bien. Non, l'année dernière, on Ouais. avait travaillé le maïs. C'était le garde champêtre. Ils avaient travaillé le huitlacoche. Vous voyez, c'est cette maladie du maïs qui transforme le maïs Ah oui, en un produit un peu gris. Ouais. Donc c'est le grain qui va être finalement malade et qui a un goût étonnant et qui est une sorte de trésor au Mexique et qui est aujourd'hui est récupéré aussi en France parmi certains producteurs. Mais allez, on va réussir à terminer ce dessert. Donc là, il y Donc a là, l'idée c'est c'est une crème de maïs. c'est une crème de maïs, donc maïs cru, centrifugé. On Donc ça va être récupère juste les grains, hein, c'est pas le. Voilà, c'est juste les grains. Ok. Et l'idée c'est d'avoir un appareil à souffler, mais au lieu de le cuire dans un moule à souffler, on vient l'enfermer avec les feuilles de l'épi de maïs pour le reconstituer et on va le faire frire. Donc on va avoir ce côté gourmand et en même temps tout moelleux à l'intérieur. Donc mission, mais Mission. mais C'est- tente rien à rien. donc, C'est bien de on y le va. tenter sur scène. Alors nous, ça fait 3 mois qu'on est ouvert. Hein. Avec Jérémy, les jours de repos, on fait les essais. Avec Nita, on fait les essais pour essayer d'aboutir. Mais on a encore une équipe un peu réduite, donc on pensait le mettre à la carte pour tout le mois d'août, on n'a pas réussi. Donc on s'est dit, bon, on va le faire omnivore du coup. Très bien. On croise les doigts. Donc là, ça va être. Pareil à souffler, voilà, légèrement avec une blanc d'œuf meringué. Ok. Donc Et légèrement, après, légèrement sur- sucré. Voilà, légèrement sucré, pas trop. Le maïs apporte déjà du sucre. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et après, je vais venir faire tomber un peu de maïs. Alors même cru, le maïs là, le maïs qu'on a, il est vraiment pas mal. Il se mange cru. Tu veux garder un peu de ce blanc d'œuf
Pas trop mélangé, pas trop amalgamé, ou tu vas chercher Il n'y a vraiment? pas besoin. Il n'y a Ouais. pas besoin. Hein. C'est vrai qu'en Ok. bouche, c'est toujours bien aussi d'avoir les ingrédients séparés. Ça Ok. apporte un peu de fraîcheur. Ça, on va juste égrener comme ça. Donc là, il est littéralement cru. Hein. Voilà. Il est cru, mais Tu prends vraiment la pulpe. Hein. Tu voilà. Donc je fais tomber ça dans l'appareil. Ok. C'est ce qui va apporter la texture, le croquant, le goût, le juteux. Et vous allez récupérer le reste des grains pour faire le jus, j'imagine? Là, après, oui, ouais, Idéalement, en tout cas. toujours, on récupère tout. Donc voilà, là, je suis pas mal. Super. En tout cas, pour laisser, je suis pas mal. Et donc voilà, bon, c'est un dessert qui en soi, techniquement, est certainement un peu compliqué, mais gustativement, ça reste assez simple, Mhm. parce que des crèmes de maïs, bah, on n'a rien inventé. Hein. Et pour venir perturber un peu ce dessert, avec Nita, on a pensé, je me suis rappelé en Thaïlande, on avait mangé ils aiment bien manger des fruits, des ananas, des goyaves, trempés dans des mélanges sel, sucre, piment. Et je me suis dit, on pourrait faire un mélange comme ça avec une poudre de crevettes. En fait, ce plat, on l'avait pensé au début en salé avec des crevettes. Et on s'est dit, non, en fait, c'est peut-être mieux en sucré, mais on va quand même mettre la crevette. Donc, on va mettre cette poudre par-dessus qui va porter le côté umami. Ok. Voilà. Et bon, en salle, je pense qu'on ne le fera pas pour tout le monde. On le mettra en salle pour ceux qui veulent. Spécial connoisseur. Voilà. Ils disent stop, nos convives diront stop À la poudre crevette. à la poudre de crevette. Donc voilà. Allez, t'as 1 minute 30 pour Allez, frire c'est parti. ton appareil. Donc là, la friteuse, elle est bien, Jérémy? Oui, c'est bon. Là, c'est éteint, hein, C'est pour chaud? info. Ok, parfait. Donc là, l'appareil, Tu faut en veux mettre combien? très peu parce que forcément ça gonfle Ouais. beaucoup. Non, c'est celle-ci, pardon. Tu fais les deux. Non, mais si tu Ça. commences à... Ça, si j'y arrive pas maintenant, c'est sûr que je ne vais pas y arriver du tout. Et ça, vous avez envie de l'intituler comment, ce plat? C'est un soufflé? Là, on voudrait dire. Donc, c'est pas un épi de maïs, on est d'accord? Ouais. Mais c'est un maïs en épi. Voilà, maïs en épi. Ok. Donc là, pour enfermer le soufflé, on vient le pincer. Qu'est-ce qui pourrait se passer Que la de mousse, c'est ça dramatique? Que le truc explose, littéralement? Mélanger. C'est ça. Bah là, surtout, c'est effectivement, c'est le sourcing. Le Ça maïs, va il si je est mélange. un peu trop desséché à cause du parles de maïs qu'on a eu. Ok. Mais bon, ça va aller. Ça peut paraître étrange de manger la feuille en entière, mais quand on a fait les essais avec du maïs bien frais, Ah, donc c'était l'idée, vraiment top. ça va être littéralement de manger, Voilà. non pas l'intérieur, non pas l'appareil simplement, mais le croquant de la entièrement, ouais. Ok. On va avoir, en le faisant frire, toute la fibre. Donc c'est un papier, hein, c'est quasiment une hostie. Il va se détendre. Et si j'ai oublié de dire, les feuilles, on les met sous vide avec du lait pour l'attendrir. Ok. Et on le met minimum 2-3 jours de manière à l'attendrir. Mais là, il a été pré-frit quand même. Voilà, ouais. Parce qu'il est un peu trop Là, on va le- épais. on va le rendre très aujourd'hui. croustillant. Là, Donc on l'arrose pour faire gonfler. Voilà, je ne sais pas si on le voit. Si, je crois qu'on le voit bien. Parfait. Donc là, le soufflé intérieur, il va cuire délicatement. Et puis il prend un peu de volume aussi. Voilà, là, on est pas mal. Il prend du volume. Je suis à l'émulsion froide. Donc à côté, on a le même nectar qu'on a fait la crème de maïs. On l'a émulsionné bien frais, quasiment comme un milkshake. Et on va poser ce beignet, cet épi en beignet, au-dessus pour avoir un contraste aussi de température. De température et de texture, ok. C'est comme les pommes soufflées, ça, c'est stressant. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? On est bien. On est Ça bien. sort, mais c'est normal. Il te reste 5 secondes. Yes. On va pouvoir déposer délicatement une petite émulsion dans l'assiette. On va le mettre dans celle-ci, la grande. Un beau nuage. Un beau nuage, s'il te plaît. Donc l'émulsion, on a dit que c'était maïs. Tout est maïs. comme le milkshake un peu. Ouais, c'est bien, c'est bon. T'as assez. C'est bon? Ouais. Donc voilà, là, il est bien crispy. Le soufflé est resté à l'intérieur. On est pas mal. Et ben voilà, tu vois. Quand on veut. Quand on veut, on y arrive.
Hop, juste le temps. Donc là, il faut quand même, ça c'est fait tout à la minute hein, pour que ça reste moelleux à l'intérieur, que ça retombe pas non plus. On vient tout détacher. Et ça, on va venir le déposer. Elle a changé hein, la gastronomie lilloise. Hein. Pardon? Elle a changé la gastronomie lilloise hein, quand on vous voit travailler. On l'espère. Et voilà. Et pour ceux qui veulent, la poudre crevette. Et ben voilà, merci beaucoup Nita et Félix du restaurant Arborescence à Croix. Merci beaucoup d'avoir été à Paris ce soir. On vous invite vraiment très chaleureusement à aller les soutenir et découvrir ce lieu vraiment magnifique.